vous faire un cas particulier qui en fait n'est pas si particulier. Vous verrez que pour généraliser, c'est extrêmement simple. Mais c'est beaucoup plus simple de commencer par ça parce que ça évite d'avoir plein de notations qui servent à rien. Je vais prendre un cas particulier où on a seulement 0 ou 2 descendants. D'accord ? Après, on verra, on pourra en prendre autant que vous voulez. Prendre 1000 si vous voulez. Pour l'instant, on en prend 0 ou 2. Donc pour caractériser ce que j'appelle la loi de reproduction, vous voyez, c'est ces deux nombres, P0 et P2, la probabilité d'avoir 0 descendants et la probabilité d'avoir 2 descendants. Et la somme des deux fait 1. Alors je prends P2 strictement plus petit que 1, pourquoi ? J'ai pas envie de prendre P2 égale 1, pourquoi ? Qu'est-ce que ça fait si je prends P2 égale 1 ? Si je prends P2 égale 1, ça fait un arbre binaire parfaitement déterministe qui n'a aucun intérêt. Et à chaque fois, il y a exactement 2 descendants à chaque individu. Ça fait un arbre binaire, donc il y a 0 fluctuation, il n'y a plus de probabilité. Donc c'est un cas vraiment dégénéré. Entre parenthèses, vous pouvez donc voir cette chose-là, quand je prends ça, comme une généralisation d'un arbre binaire, vous autorisez à ne pas strictement vous reproduire de façon binaire. Voilà. Alors si je reprends ma petite simulation, vous voyez, alors je vais d'abord vous montrer ça. Je vais noter xt, le nombre de descendants à la génération t de l'individu initial. Donc tout à l'heure, si je vous remontre cette petite simulation, vous voyez, j'ai un individu initial. Hein. Je peux prendre le cas donc 0 ou 2 descendants, hein, c'est là. Et vous voyez ici, par exemple, j'ai x1 qui vaut 2. Ensuite, j'ai x2 qui vaut 4, 8, etc. Là, j'ai un cas très spécial. Ah non, mais c'est celui-là que je voulais prendre, voilà. Là, c'est un joli arbre binaire, tout ce qu'il y a de plus ennuyeux. Et si je recommence ici, vous voyez, je peux en avoir 2. Vous voyez, donc je compte xt, ça va être autant t combien j'ai d'individus, donc verticalement comme ça. D'accord ? Je recommence, vous voyez, donc j'insiste que x de t, c'est une quantité qui est aléatoire. Hein. Vous voyez, j'obtiens à chaque fois des arbres différents. Voilà, j'appelle ça x de t. Et vous avez compris que, en fait, j'ai construit cette suite de façon tout à fait récurrente, puisqu'à chaque étape, pour savoir combien de descendants je vais avoir, je regarde combien il y en a à autant t, et je tire ma loi de reproduction, et ça génère ce qui se passe au coup d'après. Donc c'est fait de proche en proche. Donc j'ai une récurrence aléatoire. Alors si je vais employer un gros mot, ça s'appelle une variable aléatoire en fait. Mais j'aime pas trop le mot variable parce que ça induit un peu en erreur. Donc pensez ça comme une quantité aléatoire. C'est un nombre entier, hein, d'accord ? C'est un nombre de personnes, un nombre de cellules, un nombre de ce que vous voulez. Et il y a une remarque évidente mais fondamentale, c'est que si xt est nul pour un certain t, alors xt plus 1 vaut 0, xt plus 2 vaut 0, xt plus 3 vaut 0. D'accord ? C'est la fin. S'il n'y a plus personne, la lignée s'arrête. D'accord ? Voilà. Alors maintenant, avant de me demander comment répondre à la question qu'on se pose, c'est-à-dire est-ce qu'on peut connaître la probabilité avec laquelle on va s'éteindre ou avec laquelle on va toujours avoir des descendants à un moment donné, je me pose la question suivante. Je veux avoir une vision plus grossière pour l'instant en moyenne. D'accord ? Alors je vais vous expliquer ce que j'entends par là, mais je pense que vous allez trouver ça assez intuitif. Je vais noter petit m, c'est un paramètre, vous allez voir, fondamental dans ce qui suit, le nombre moyen de descendants par individu par génération. Alors qu'est-ce que c'est le nombre moyen d'individus ? C'est tout simplement ce que vous pouvez imaginer. Imaginez que vous ayez une énorme population, où P0 et P2 sont donnés. Vous regardez quelle est la proportion de descendants qui sont, ou de personnes qui ont 0 descendants et la proportion qui ont 2 descendants. Donc ça définit la moyenne. Et mathématiquement, donc, c'est, vous voyez, vous prenez 0 fois P0, donc vous avez 0 enfants ou 2 enfants, et vous pondérez par la probabilité correspondante. Donc ça fait 2P2 dans ce cas-là. Et vous voyez un cas particulier, par exemple, si P2 vaut 1,5, j'ai une chance sur 2 d'avoir 0 descendant ou 2 descendants, M, il vaut 1. D'accord ? J'ai en moyenne un enfant. Et vous comprenez bien que si P2 maintenant se décale vers 1, de 1,5, il se rapproche de 1, je vais avoir un biais vers 2, c'est-à-dire que ma moyenne va se rapprocher de 2. D'accord ? Donc prenez-le en ce sens intuitif. Mathématiquement, on verra que c'est prendre chaque valeur possible, là on n'en a que 2, et pondérer par les probabilités correspondantes. Une autre façon de le voir, peut-être plus dynamique, imaginez que je prends mes arbres là, je prends une génération, celle que vous voulez, je compte combien il y a d'individus, je prends un autre arbre, je compte combien d'individus, j'en prends un autre, j'en prends plein. À une génération donnée, je regarde tous les arbres possibles qui arrivent là,
et je fais la moyenne du nombre d'individus. Ça me donnera M. Mathématiquement, ça s'appelle la loi des grands nombres, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Donc en tout cas, M, c'est vraiment ce que vous imaginez. Il y a plusieurs façons de le voir. Alors, d'après vous, quel est, si je note M de t, le nombre moyen de descendants à la génération t, imaginez que j'ai plein d'arbres, que j'ai lancé plein d'arbres comme ça, je me fixe un temps et je regarde en moyenne à combien je peux m'attendre de descendants. Vous avez une idée ou pas? Intuitivement, vous vous attendriez à quoi? Faites-le par récurrence. Si je sais que j'ai mt-1 enfants à la génération t-1 en moyenne, qu'est-ce qui va me faire passer en moyenne à la génération d'après? Parlez pas tous en même temps. Ben, tout simplement, chacun a en moyenne un enfant, donc c'est m fois mt-1. Donc intuitivement, c'est assez clair. Je pense que si m de t, c'est le nombre moyen de descendants à la génération t, pour passer de celle d'avant à celle d'après, on multiplie simplement par m, en moyenne. Je dis bien en moyenne. Alors vous doutez que m0 c'est 1, il y a un individu au départ. Donc m de t, le nombre moyen d'enfants au temps t, c'est m de t, m puissance t, pardon, fois m0, donc c'est m puissance t. D'accord? Donc le comportement est extrêmement trivial dans ce cas-là. Vous voyez tout de suite ce qui se passe. En moyenne, si je regarde plein d'arbres et que je regarde ce qui se passe sur plein d'arbres en faisant la moyenne, si m est strictement inférieur à 1, bah ça tend vers 0 exponentiellement vite. Si m est égal à 1, ça vaut exactement 1 pour tous les temps. Et si m est plus grand que 1, bah, m puissance t explose exponentiellement vite. Donc en moyenne, c'est extrêmement trivial ce qui se passe. Et c'est assez intuitif. Si vous avez moins d'un enfant en moyenne par individu, par génération, vous allez disparaître assez rapidement. Là, il ne se passe rien. La population est constante. Donc là, on est parti d'un individu, il y en a toujours un. Et s'il y en a plus d'un en moyenne, mettons 2 par exemple, ou 1.8, ça explose. Alors là, j'insiste, j'ai pris ce qui se passerait si je prenais des tas d'arbres et que je regardais les statistiques du nombre de descendants au cours du temps, voir comment elle évolue. Mais maintenant, je ne m'intéresse pas à ça, je m'intéresse à une descendance particulière. Je prends quelqu'un parmi vous et je regarde ce qui va se passer, mettons que je sois un démiurge. Je vais regarder quelle est c'est une réalisation possible, une histoire possible. Donc en termes de probabiliste, on dit une réalisation. Qu'est-ce qui se passe sur une descendance? Je ne veux pas savoir ce qui se passe en moyenne, d'accord? Ben, vous allez voir que, comme vous le présentez avec ce que j'ai dit avant, que c'est autant ce qui se passe là, c'est assez prévisible, ce qui se passe là, c'est assez étrange, et ce qui se passe là, c'est encore plus contre-intuitif. On va voir que la situation, donc, si on suit un arbre particulier, est différent de ce qui se passe en moyenne, sauf dans ce cas-là. Alors, voilà ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est qu'en fait, on peut s'intéresser à cet événement. Tout va découler de là. Donc xt vaut 0, ça veut dire qu'il y a une génération t telle qu'il n'y a plus aucun descendant. Donc la génération t-1, il n'y a aucun descendant de produit, d'accord? Et je vais noter S de t, cette probabilité. Probabilité que x de t vaut 0. Ce que je prétends, c'est qu'on a une équation de récurrence très jolie pour le calculer. Et c'est une récurrence, vous allez voir, très simple. Voilà ce que je prétends, je vais l'écrire là, parce que je vais vous montrer comment on démontre ça. Donc S de 0, c'est égal à 0, puisque, souvenez-vous, x de 0, c'est 1. Comme il y a une personne au début, la probabilité qu'on soit éteint à t égale 0, c'est 0. Et maintenant, je prétends qu'on a cette valeur S0, et qu'ensuite, on va de proche en proche calculer S1, S2, S3, etc., avec une fonction très simple qui est celle-là. St égale phi de st-1, où phi de s, c'est la fonction p0 plus p de s2. Voilà. Donc en principe, vous voyez, ça c'est une fonction très simple, et vous pouvez partir de S0, calculer S1, S2, etc. Alors pourquoi on a ça? Alors je vais vous le montrer grâce à un dessin. Et ce dessin, si vous mettiez un peu de formalisme probabiliste, c'est exactement la démonstration. Donc il n'y a pas d'arnaque dans ce que je vais dire. Oui, alors voilà, je redis ça pour appuyer ce que je viens de dire.
Donc d'après ce que je viens de dire, la probabilité pour que x1 vaille 0, ben, vous voyez, vous prenez phi de 0, c'est S1. La probabilité pour x2 vaut 0, c'est phi de 0, etc. Donc vous voyez, on compose un certain nombre de fois. Donc si x de t vaut 0, c'est pour trouver la probabilité que ça arrive, c'est composer t moins une fois phi avec elle-même en partant de 0. Alors pourquoi on a ça? En fait, c'est pas très compliqué à voir. Voilà le dessin. Voilà pourquoi on a cette récurrence. Et là, on va vraiment utiliser les hypothèses que j'ai plus ou moins décrites sans insister dessus, donc je vais en profiter pour les répéter. Supposons par exemple, j'ai pris un exemple où on peut généraliser très facilement que S5 vaut 0, que X5 vaut 0, c'est ce que je voulais dire, donc c'est X5 là, pardon, c'est pas S5, que ça veut dire que à la génération 5, là, il n'y a plus personne. D'accord? Je suppose ça, pour fixer les idées. Donc il y a deux cas possibles. Regardez, on va raisonner par récurrence. Vous partez d'un individu, au temps t égale 1, qu'est-ce qui se passe? On a 0 descendant ou 0 descendant ou 2 descendants, d'accord? D'après ce qu'on a dit. Eh ben, x1 vaut 0 avec probabilité p0, d'accord? C'est ce qu'on a décidé. L'autre événement qui est complémentaire, qui est disjoint, c'est x2 vaut 2. Enfin, pardon, x1 vaut 2, avec probabilité p2. Donc là, je représente un exemple. Imaginez donc que j'exclus ce cas, hein, parce qu'évidemment, si ça vaut 0, ben, il ne se passe plus rien. Hein. Donc il y a juste ce point-là. Si maintenant x1 vaut 2, et que j'ai pris cet exemple où après, au temps t égale 5, il n'y a plus personne, mais vous voyez ce qui se passe, il y a deux sous-arbres qui apparaissent, celui-là et celui-là. Autrement dit, il y a les descendants de cet individu et les descendants de celui-là. Et le point, c'est qu'on a supposé en fait que le nombre d'individus qu'il y a là, que donne le nombre des descendants de cet individu, c'est indépendant de ce que fait l'autre individu. Ils sont totalement indépendants. C'est ce qu'on suppose dans le modèle. On discutera de savoir si c'est très sérieux ou pas. Pour l'instant, on suppose que les lignées, elles s'ignorent complètement. Donc, il y a une probabilité P2 qu'on soit dans cette situation, à l'instant t égale 1. Et quelle est la probabilité pour qu'on se soit éteint en 4 générations? Ben, c'est quoi? C'est que chacun de ces sous-arbres s'arrête, d'accord, en 4 coups, au plus. Ça peut être avant. Hein. Là, en l'occurrence, j'ai fait qu'en un coup, cet arbre s'arrête de croître, et là, c'est en 3 coups. D'accord? Et comme ces deux sous-arbres sont indépendants, la probabilité en question, c'est P2, la probabilité qu'on ait au temps 1 obtenu 2 individus, fois la probabilité de cet événement, fois la probabilité de cet événement. Et par définition de ST, la probabilité de cet événement, c'est S4, et ça, c'est S4. Donc, la probabilité que S5, que X5 vaille 0, c'est soit que j'ai pas eu de descendant à l'instant t égale 1, soit qu'à l'instant 1, j'ai eu 2 descendants, et que les deux lignées qui en découlent ont disparu en 4 générations. Et donc j'obtiens S5 égale P0 plus P2 S4 au carré. D'accord? Et vous voyez comment je peux généraliser. L'idée, c'est que à chaque fois, je me place juste au temps t égale 1, et je regarde tous les cas. Donc là, on peut avoir 0 ou 2 descendants. Et si j'avais pris un temps t quelconque, je raisonne en disant que chaque sous-arbre issu de chacun des deux individus, si c'est éteint au temps t, ces deux sous-arbres se sont éteints au plus en t moins une génération. D'accord? Et chacun de ces deux événements sont indépendants. Leur probabilité, c'est st-1. Je multiplie les deux et par P2 et j'obtiens ça. Donc j'obtiens cette équation qu'on peut généraliser sous cette forme. Donc. Je l'ai écrite ici. Voilà. Donc c'est juste ça l'observation. Ok. Donc maintenant, j'ai cette équation de récurrence et j'ai cette fonction phi. Alors ça, on appelle ça la fonction génératrice. Ça, c'est un terme de probabilité. On verra pourquoi tout à l'heure. Fonction génératrice. On appelle ça comme ça parce qu'elle contient toute l'information sur la loi de reproduction. Oh, pardon de parler si fort. Donc, maintenant, regardons un peu les propriétés de cette fonction phi. Elles sont extrêmement simples, hein, ça va aller. Je vais tracer phi. Phi de S en fonction de S. Je mets 1 ici. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que en 0, elle vaut P0. En 1,
elle vaut P0 plus P2, 1. Et évidemment, c'est quelque chose de convexe, ça a cette forme donc. Hein. D'accord? C'est tout simplement un arc de parabole. Et une autre observation qu'on va faire, c'est regarder ce qui se passe si je dérive phi de S. Ça fait donc 2 P2 fois S. Et si je prends ça en S égale 1, ça fait 2P2. Et c'est le nombre moyen de descendants par individu par génération. Donc la pente ici en 1, c'est exactement M. Donc si je récapitule, la probabilité que à la génération T qu'on se donne, il y ait plus de la lignée s'éteigne, se soit éteinte, à ce temps-là ou précédemment d'ailleurs, j'itère un certain nombre de fois avec elle-même cette fonction, et de proche en proche, et ça revient à itérer cette fonction. Donc j'ai une jolie suite récurrente, définie par cette fonction, elle est croissante, vous voyez cette suite, si je pars de 0. Donc on va voir dans un instant ce qui se passe. Voilà, c'est tout ce que... c'est l'observation fondamentale. Alors maintenant, j'attire votre attention sur le fait que là, j'ai décidé de fixer, je me suis donné un temps, 1000, 3, 23. T, il est donné, hein, c'est moi qui ai décidé de prendre ce temps-là. D'accord? Donc j'ai trouvé cette équation. La question qu'on se pose, c'est l'extinction. C'est-à-dire, quand est-ce que cet événement va avoir lieu? Eh ben, cet événement, il est lui-même, le t pour lequel ça a lieu, c'est un temps aléatoire. Vous ne pouvez pas prédire quand est-ce que la lignée va s'arrêter. D'accord? Si vous prenez des exemples, vous verrez, des fois c'est 3, des fois c'est 50, des fois... on aimerait mettre la main sur cette quantité. Donc pour ce faire, ça va être le passage un peu abstrait de ma conférence. Donc si vous laissez ça de côté, ça n'a aucune importance pour la suite. Hein. L'extinction, c'est un entier le plus petit. Alors il est plus grand ou égal à 1, puisqu'on sait que quand petit t vaut 0, il y a un individu, hein, donc il n'y a pas extinction. C'est l'événement tel que xt vaut 0. C'est que cet événement ait lieu. Et donc j'insiste que ce t, c'est quelque chose d'aléatoire. Vous ne pouvez pas savoir quand... c'est lui-même une quantité aléatoire. Alors, si j'appelle extinction cet événement, vous voyez, ça veut dire que, mathématiquement parlant, que t est plus petit que l'infini. Parce que si t vaut l'infini, ça veut dire qu'il n'y a jamais extinction, x de t n'est jamais 0, quels que soient tous les temps que vous preniez. Et ça, vous pouvez voir que ça s'écrit comme l'union de tous ces événements, x1 vaut 0, ou x2 vaut 0, ou x3 vaut 0. Alors, vous voyez, ça c'est juste une traduction ensembliste de « il existe un t tel que xt vaut 0 ». D'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Si je vous dis ce truc est fini, ça veut dire qu'il existe un petit t tel que xt vaut 0, et je ne sais pas lequel c'est, donc c'est soit c'est 1, soit c'est 2, soit c'est 3, soit c'est... Donc en termes d'ensemble, c'est cette union. D'accord? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que soit x1 vaut 0, soit c'est juste ça. Et ce qui nous intéresse, c'est la probabilité de cet événement. Donc là, j'insiste, hein, c'est un passage un peu technique, donc c'est aucune importance si vous ne suivez pas les détails. Hein. J'essaie juste de vous montrer qu'on peut vraiment tout désosser dans cette affaire. J'attire votre attention sur le fait que vous avez compris que quand xt vaut 0, xt plus 1 vaut 0, xt plus 2 vaut 0. D'accord? Ça implique ça. Hein. Ça implique ça. D'accord? Parce qu'à un moment, s'il y a un t, il n'y a plus personne, il n'y a plus jamais personne. Donc vous voyez, si je vais vous faire un peu en termes ensemblistes, ça veut dire que l'événement, l'ensemble xt égale 0, il est inclus dans xt plus 1 vaut 0, qui lui-même est inclus dans xt plus 2 égale 0, etc. On a une suite croissante d'événements, d'accord? Celui-là est inclus dans le suivant, etc. Donc ça fait une suite emboîtée comme ça de ces événements. Et c'est grâce à ça que, c'est pour ça qu'il faut admettre ça parce que c'est pas important. Le point clé, c'est que la probabilité de l'extinction, qui est la probabilité donc de cette énorme union là, cette union infinie, à cause de ce fait, vous voyez, c'est exactement la même propriété en maths que quand vous dites que vous avez une suite croissante et qui est bornée supérieurement. Là, on a une suite d'événements emboîtés, là, comme ça, qui sont une suite croissante, on appelle ça une suite croissante d'ensemble. Il se trouve que leur probabilité, elle est plus grande ou plus égale à 1. Donc en fait, on peut montrer que
la probabilité de cette union, c'est la limite des probabilités de chacun de ces événements-là. D'accord? C'est exactement l'analogue d'une suite croissante et majorée, admet une limite. Et là, c'est croissant et c'est majoré parce qu'on a des probabilités. Tout est entre 0 et 1. Autrement dit, si vous vous rappelez que ça, c'est ce que j'ai appelé ST, hein, la probabilité d'extinction, c'est ni plus ni moins que la limite quand t est à l'infini de ST. Ben, vous voyez, pour trouver la probabilité d'extinction, j'ai ma suite récurrente là, je pars de 0, et j'itère, c'est-à-dire j'applique phi, encore phi, encore phi, encore phi. Et quand je regarde vers quoi ça converge cette chose, et j'obtiens la probabilité d'extinction. Voilà. Alors je vais vous le montrer graphiquement, et on va voir maintenant pourquoi M va être déterminant, et vous vous souvenez peut-être au début, Bien-Aimé et Aldan ont dit quand M est plus petit que 1, il y a extinction certaine, quand M vaut 1, il y a aussi extinction, et quand M est plus grand que 1, ça dépend. C'est plus compliqué. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Voilà, bien entendu, c'est l'analyse que vous pourriez faire vous-même, c'est une suite de nombres définis par récurrence, hein, comme je répète, on part de 0, on itère. Là, je vous le fais graphiquement. Là, je suis parti du cas, vous voyez, j'espère que ça se voit, il y a M qui est affiché en haut, là. M, c'est 0,6, parce que là, P0 vaut 0,7 et P2 vaut 0,3, donc 2 fois 0,3, ça fait bien 0,6. J'ai mon dessin, comme c'est celui-là, exactement. Hein. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que M est plus petit que 1, ce graphe, le graphe de phi est au-dessus de la première bisectrice. Qu'est-ce qui se passe si maintenant je modifie P0 ou P1, ou P2, pardon, ils sont liés. J'arrive quand... alors là, je vais itérer maintenant, oui, je vais pouvoir itérer, je pars de 0, par exemple, comme on peut faire là. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, ça tend vers 1. D'accord? Vous connaissez cette construction, j'imagine, hein, vous calculez la valeur, vous montez au graphe, vous abaissez sur la première bisectrice et vous remontez. Ça vous donne ce diagramme. Et vous voyez ce qui se passe si je prends maintenant... donc si je mets 0,5, ça va donner m égale 1, exactement. Recommençons. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'itérations pour arriver jusqu'à 1. Qu'est-ce qui se passe si je continue, si je diminue P0, j'augmente P2, hop, il apparaît un point d'intersection entre la première bisectrice, en plus de celui-là. Qu'est-ce qui se passe si je calcule mon itération? Je pars de 0 et j'itère. Comme vous pouvez vous en douter, ça converge vers cette solution-là. Autrement dit, qu'est-ce qu'on vient de vous montrer graphiquement? Et bien sûr, ça peut être rendu parfaitement rigoureux, il n'y a pas de problème. C'est que P... Je vais effacer un peu. Ce qu'on a obtenu, c'est la chose suivante. C'est que P extinction, la probabilité d'extinction, est la plus petite solution de l'équation phi de S égale S dans l'intervalle. Alors vous voyez, 0 on peut l'exclure parce que P0 est non nul. Hein. Et vous voyez que c'est même plus précis que ça. On sait exactement quand est-ce que ça a lieu. Ça a lieu précisément quand la moyenne devient plus grande que 1. La probabilité, la plus petite... Vous voyez qu'à cause du fait que la tangente ici, qui vaut la moyenne en 1, la moyenne passe 1,5, on devient tangent exactement à 1. Je vais y arriver. D'accord? Et comme elle est convexe, la fonction est strictement convexe. À un moment, on va couper en un point unique cette première bisectrice. D'accord? Donc c'est ici. D'accord? Et donc vous voyez, la conclusion, c'est que quand on a un nombre moyen d'enfants par génération par individu plus grand que 1, strictement, la probabilité de l'extinction, elle vaut un nombre qui est strictement compris entre 0 et 1. Donc il y a une probabilité que la lignée s'éteigne. Et 1 moins cette probabilité qu'elle ne s'éteigne pas. D'accord? Vous vous souvenez, quand on voyait les choses en moyenne, quand m était plus grand que 1, il y avait forcément explosion en moyenne. Là, c'est tout à fait différent. D'accord? Donc vous aurez l'interprétation probabiliste, c'est que vous aurez, si vous lancez plein d'arbres, comme ça, plein de descendances, vous aurez une proportion S étoile de ces arbres approximativement qui va s'arrêter un beau jour, et une proportion 1 moins S étoile. S étoile, c'est j'appelle ce point-là, qui va continuer pour toujours. C'est ça
la conclusion. Donc je pense que je l'ai formulé ici. Oui, j'ai oublié de vous dire, mais je suis sûr que vous avez tous pensé ça très fort dans votre tête. À cause du fait que la fonction phi est continue, et manifestement elle est continue, vous voyez quand je prends la limite de st, la limite je peux la rentrer dans la fonction parce qu'elle est continue, et j'obtiens que la limite de ça, quand t tend vers l'infini, c'est phi de la limite de quand ça tend vers l'infini, qui sont la même chose. Donc c'est forcément un point fixe. Donc c'est forcément une solution de cette équation. Et vous voyez ce qui se passe, c'est très simple, c'est que quel que soit m, vous voyez qu'il y a toujours cette solution là. D'accord ? 1 c'est toujours solution, manifestement. Par contre, vous voyez qu'en fonction de m, on peut avoir ou non un autre point d'intersection. Et vous avez vu graphiquement, mais vous pouvez vraiment le démontrer facilement, que c'est celui-là qui va être sélectionné quand il existe, et pas celui-là. Et donc, pour revenir à messieurs Galton et Watson, ça peut paraître assez dingue, mais ils ont compris cette idée. Ils ont compris qu'il y avait un polynôme, qu'il fallait l'itérer. Mais à un moment, ils ont mal recopié une ligne de calcul. Et ils ont dit, ouais, il n'y a que ce point d'intersection, c'est bon, c'est toujours 1. Le plus extraordinaire, c'est qu'ils donnent des exemples concrets où, manifestement, ils prennent des exemples de familles anglaises où il y a plus d'un enfant. Et ils voient très bien que ça contredit ce qu'ils ont écrit, mais ils ne branchent pas. Et comme ils sont morts, on ne peut pas leur demander. Et leurs descendants, je ne sais pas s'ils sont au courant. Et je ne sais pas s'ils ont des descendants d'ailleurs. Voilà. Donc ça, je l'ai déjà dit. Donc voilà, je répète le théorème pour être sûr pour enfoncer le clou. Probabilité d'extinction, c'est la plus petite solution dans l'intervalle 0,1. Alors j'enlève 0 parce qu'on sait qu'il est exclu, ça saute aux yeux, de cette équation. Donc phi de s égale à s. Plus précisément, si m est plus petit ou égal à 1, c'est-à-dire tout simplement si P2 est plus petit que 1,5, ou égal, la probabilité d'extinction c'est exactement 1, donc ça veut dire que l'extinction est certaine. Si m est strictement plus grand que 1, c'est-à-dire si P2 est strictement plus grand que 1,5, alors on peut calculer évidemment la racine de la plus petite solution, celle-là, la S étoile. Je vous laisse faire le calcul. Alors ce qui est très amusant, c'est que si vous faites, vous écrivez votre gentille formule avec moins b plus ou moins la racine de b delta divisé par machin, vous obtenez une expression assez atroce, mais il se trouve qu'elle se simplifie, que ça donne vraiment P0 sur P2. Vous pouvez le vérifier à la UNU, là, si vous remplacez S par P0 sur P2, ça simplifie, ça donne bien, ça satisfait bien cette équation. Et quand vous l'écrivez, si vous l'écrivez bêtement, entre guillemets, en résolvant, vous verrez, c'est atroce, mais en fait, c'est la même chose. Je vous le dis, pour ceux qui sont en train de faire le calcul, là, je vois qu'il y en a plein, là. Ne vous effrayez pas, ça donne bien cette valeur. Et je dois vous dire que si on n'avait pas remarqué ce genre de construction, c'est pas du tout évident de prévoir que la probabilité de l'extinction, c'est ça. Et d'ailleurs, il n'y a aucune autre méthode connue pour le calculer. Parce que des fois, vous savez, vous avez des théorèmes où il y a plusieurs démonstrations pour y arriver, vous en connaissez sans doute. Là, vous voyez, c'est pas du tout évident. C'est solution d'une équation. Alors en l'occurrence, là, vu qu'on a 0 ou 2 enfants, vous voyez que si on avait un nombre fini d'enfants, ça serait un polynôme. Donc après, en principe, ça se résout, toujours, en tout cas au moins numériquement. Voilà le théorème. Alors vous voyez, c'est vraiment très différent de ce qui se passe en moyenne, j'insiste. À part dans le cas où m est strictement plus petit que 1, où c'est ce à quoi s'entend naturellement, il y a extinction. Quand c'est égal à 1, il y a aussi extinction. Alors qu'on a vu qu'en moyenne, c'était 1 toujours. Et la raison, c'est, là je ne peux pas rentrer dans les détails, mais si vous pouvez très bien vous amuser à calculer ce qu'on appelle les fluctuations de ces arbres. Donc c'est la variance, ou l'écart type. Et ce qu'on peut voir, c'est que quand même vos 1, on peut avoir des énormes fluctuations. Donc à un moment, vous pouvez avoir un arbre gentil qui prolifère gentiment, et d'un coup, il y a une énorme probabilité qui est vraiment non nulle, qui est un coup extinction, parce que vous pouvez avoir une énorme fluctuation. Et ça tue directement la population. Le truc, c'est que ce moment peut être en général très loin dans le temps. Donc on verra des exemples numériques, vous verrez comment ça se manifeste en biologie notamment. Et par contre, vous voyez, ce qui est assez contre-intuitif, et là j'insiste, c'est le caractère fondamentalement probabiliste de ce modèle, et donc de la vie, entre parenthèses, parce que même si ce modèle est simplifié, il contient l'essence de la vie qui est qu'il y a une partie qu'on ne maîtrise pas, une partie aléatoire. Si vous avez même, je sais pas, 1,9 enfants en moyenne par individu et par génération, il se peut très bien qu'il n'y ait pas extinction, mais il se peut aussi qu'il y ait extinction.
Et c'est un phénomène qui a une certaine probabilité, il n'est pas déterministe, d'accord? Alors qu'en moyenne, si vous prenez plein de réalisations de votre arbre, ça n'arrivera pas. D'accord? Donc si je prends une lignée donnée, il y a une certaine chance, comme disent les Anglais, qu'on s'éteigne ou pas. Et on peut la calculer.